À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est un épisode un peu spécial car on se trouve en ce moment même chez toi, au Jardin de Chivrajon, une micro-ferme que tu as créée en 2017. Cuisinier de formation, tu as construit ce projet avec l'idée de pouvoir cuisiner tes propres produits au plus frais, de pouvoir maîtriser tout le cycle de la graine à l'assiette et de pouvoir ainsi réellement embarquer tes clients dans ton univers. Aujourd'hui, les jardins, c'est toi, mais aussi 5 employés, une table d'hôtes, une cuisine de production, 2 hectares répartis sur 2 parcelles, des canards, des truies, 250 variétés de légumes et de nombreux clients qui croient en vous. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir ici, car on partage une même vision de la vie, autour du bonheur partagé, des rencontres, de l'amour et de la joie comme moteur de chacune de nos actions. Pour toutes ces raisons, je suis impatiente de revenir avec toi sur l'histoire des jardins de Chivrajon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler de ton parcours et de ce qui t'a mené à la création des jardins ? Merci Audrey en tout cas de me recevoir, ça fait trop plaisir que tu sois ici et c'est un honneur d'être sur ton podcast. Et du coup l'histoire des jardins, finalement elle a toujours été un peu là dans ma vie où déjà la cuisine a toujours été une passion depuis tout petit. Et déjà petit, je demandais à mes parents d'aller au marché, ils nous avaient habitués à ça. Et puis j'ai ramené souvent beaucoup trop de légumes par rapport à ce qu'une famille pouvait consommer, mais mes parents suivaient dans cette folie. Et du coup à la fin de mes études obligatoires à maturité en Suisse, donc l'équivalent du baccalauréat, je suis parti à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse, me former, où là-bas, j'ai fait mon bachelor pendant 3 ans. Et puis, l'avantage, c'est que j'ai pu voir pas mal de choses, découvrir beaucoup de techniques. Je dis souvent, quand on sort d'institut, on est excellent nulle part, mais bon, un peu partout. On sait se débrouiller, quoi qu'il arrive. Et puis, après l'Institut, j'ai eu la chance d'aller au restaurant L'Arpège, chez Alain Passard à Paris, qui était vraiment un objectif depuis le début. Où là, c'était un peu oublier toute la technique d'un côté. Et puis, se laisser porter par les arrivages quotidiens de légumes. Le menu suivait les saisons. Et puis l'aspect hyper créatif du chef. Et après un moment à Paris, en fait, le cadre que tu peux découvrir ici, qui est magnifique, Chivrajon, vue sur le lac, et dans un cadre assez incroyable, un écrin de verdure, comme on dit souvent. J'ai eu l'appel de la Suisse qui est revenu et je suis venu pour travailler dans des bistrots, quelque chose d'un peu plus terre à terre, plus nourrir le monde. Je me disais, mais j'ai été confronté à la réalité qui est un peu partout dans le monde, j'imagine, que les restaurateurs choisissent en fait les menus et les plats du jour, principalement par l'action de la semaine, pas forcément la qualité et le goût du produit. Et donc, il y a un bon alignement d'étoiles. Peut-être on reparlera d'étoiles après, qui sait. Mais surtout, j'ai appris qu'on avait du terrain dans la famille, que personne l'exploitait, ce terrain. Et puis, je suis tombé sur des livres autour des concepts de micro-ferme. J'avais envie donc, j'avais plus envie de faire 18 heures dans une cuisine, mais potentiellement 18 heures à côté pour moi ou dans un autre projet. Alors, j'ai monté en 2017 le projet des jardins avec le but de justement pouvoir cuisiner mes propres produits. Et ce qu'aujourd'hui, on a la chance de faire. Du coup, ça fait bientôt 7 ans, c'est ça ? Comment ça a évolué depuis le début de la création des jardins ? Dans tous les sens. Ouais. Non, ça a été vraiment une redécouverte. Je dis souvent, j'ai appris à cuisiner en fait grâce au jardin finalement où on cuisine ce qu'on peut et pas ce qu'on veut déjà. Donc c'est vraiment le produit, tu le vois sous toutes ses formes, sous tous ses états, que ça soit de la graine jusqu'au moment où c'est une pousse. Après, t'as le produit entier. Après, il va faire une fleur. Après, une graine de nouveau. Toute cette notion cyclique. Ça m'a ouvert naturellement, on a commencé à cultiver de manière biologique. Après, on s'est ouvert à la biodynamie en se disant, pourquoi les vins biodynamiques nous plaisent, pourquoi il y a un terroir et un climat qu'on peut ressentir dans le goût et chaque année diffère, mais de manière qualitative toujours. Puis après, ça m'a mené aussi à être en formation de médecine chinoise pour apporter cette vision holistique, énergétique au jardin. Et c'est vrai que on a beaucoup évolué, rien que déjà dans notre approche globale.
Et puis, cette capacité, je pense, maintenant qu'on a de pouvoir utiliser un produit du début à la fin, de parler à nos clients de ça, de donner des cours à nos clients sur les légumes et essayer de montrer que le végétal, en fait, c'est bon, c'est délicieux, c'est beau. Et sans essayer d'être client, bien au contraire, c'est juste que c'est ce qu'on fait, c'est notre produit. Ouais. Tu qualifies souvent la ferme de magique. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de se trouver ici comme moi, qu'est-ce qu'elle a de magique, cette ferme? Alors, la ferme est magique par sa situation principalement. Je dis toujours, pas grâce à nous, bien au contraire. Je pense qu'on doit parfois gâcher certains coins ou autres, mais en tout cas, le bassin d'Arc lémanique, autour du lac Léman, qui est une des plus grandes ressources d'eau douce d'Europe, je crois, si je dis pas de bêtises. On est situé, en fait, sur un versant bien ensoleillé et à peu près 580 mètres d'altitude. Ce qui fait déjà qu'on a une vue imprenable sur les Alpes, sur le lac. On est à l'écart de la ville. On a vraiment les voisins. Il y en a que quelques-uns, quelques familles. Et puis c'est un écrin de verdure, un petit paradis finalement, entouré de nature, d'oiseaux, de vie. Et puis on est entouré de producteurs bio. C'est vrai qu'en Suisse, les fermes, les exploitations sont assez petites finalement. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'être vraiment dans un environnement complètement sain, beau, naturel. Et puis tu m'expliquais que la ville de Lausanne, c'est ça, est très engagée aussi, fait beaucoup de choses pour l'agriculture biologique. Oui, la ville de Lausanne qui est pas très loin, ils sont très engagés là-dessus, ils ont même des domaines viticoles pas loin, donc il y a vraiment une dynamique dans la région qui est assez super. Et puis je pense que même sur les agriculteurs conventionnels, il faut pas leur jeter la pierre, bien au contraire, il y en a qui font du travail magnifique et même de plus en plus. Et puis je pense qu'il y a une politique qui veut que la biodiversité se développe de plus en plus. Il y a cette prise de conscience. Après, de notre point de vue, jamais assez vite. Mais c'est vrai quand on prend du recul, on se dit, OK, il y a quand même des choses qui sont en place. On le voit concrètement qu'il y a une évolution. Après, c'est clair que selon le point de vue qu'on adopte, on peut toujours faire plus. Et c'est ce qu'on essaie de chaque jour faire, se remettre en question sur nos pratiques pour essayer d'aller toujours un peu plus loin et sensibiliser tout un chacun, que ce soit un professionnel, un particulier, enfin un être humain, qu'on est dans un cycle dans la nature. Et d'ailleurs, sur le site, on peut lire que tu écris 250 variétés sont cultivées de manière naturelle, selon les principes de l'agriculture naturelle. Alors j'imagine que pour beaucoup, ça peut paraître bizarre de le préciser, en fait, comme si c'était une évidence, et pourtant ça l'est pas. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi c'est nécessaire de rajouter que c'est une agriculture naturelle? On précise naturel parce que pour nous, en fait, c'est juste essayer de remettre de manière très, très humble, mais justement, l'humain à sa juste place pour nous qui est dans un cycle. Beaucoup d'industries aujourd'hui, dont l'agriculture, selon moi en tout cas, sont dans une vision très linéaire. On a besoin de produire, on importe, on produit, on exporte, et on appauvrit nos sols, on appauvrit notre terre, on appauvrit les gens aussi. Et je pense que c'est important de remettre une notion de cycle, qu'il doit y avoir des choses qui retournent à la terre, que ça doit aussi nourrir l'humain, que ça doit nourrir, on dit l'humain sur tous ses plans, pas uniquement physique, mais potentiellement psychique, émotionnel, peut-être d'autres choses encore plus subtiles. Et l'idée est vraiment d'aller dans cette direction. Et c'est pour ça qu'on dit naturel, parce qu'on va prendre différentes approches. Et c'est vrai que quand on vient à Chivrajon, on reprend toujours ce terme d'une journaliste qui disait c'est une apparente anarchie joyeuse. Donc, il y a une anarchie pour l'esprit humain, mais dans la nature, on regarde une prairie, on regarde une forêt, il y a peut-être pas une organisation à première vue, mais en fait, il y a quelque chose de cohérent que la nature fait. Et on essaye de reproduire le plus possible ça, bien entendu, avec une touche humaine pour pouvoir quand même avoir des rendements et en vivre à un moment. Mais c'est de trouver cet équilibre-là. Et après, ça s'est inspiré, de l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique. Ce terme d'agriculture naturelle ou sauvage, on l'a un peu piqué à Masanobu Fukuoka, qui est un auteur qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle La Révolution dans un brin de paille. Et lui, il avait justement, l'idée était de se dire, on fait beaucoup de choses dans l'agriculture aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Et ce qu'on essaie d'appliquer beaucoup même dans la cuisine, pour nous, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce que ça apporte quelque chose? Si la réponse est non, pourquoi se fatiguer à le faire? Mais ça veut pas dire que c'est plus simple, ou qu'on fait moins, parfois même au contraire. Bien sûr. Mais c'est vraiment de trouver cet équilibre, de se dire, c'est pas ne pas faire, lui, il parle d'agriculture de non agir, donc c'est pas l'inverse d'agir, justement. Donc c'est une subtilité entre deux, où tu navigues toujours. Et dans la vision chinoise, c'est toujours cette image du yin-yang. L'un dépend de l'autre, l'un veut toujours prendre le dessus sur l'autre. Mais si l'un disparaît, l'autre aussi, parce que l'un dépend de l'autre, et c'est toujours une question de cycle qui doit tourner, être en route. Donc on essaye toujours d'observer la nature comme on peut, et puis en fait chaque jour on se rend compte que ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui, elle sera peut-être de nouveau demain, et nous cette position on essaye d'être le plus humble face à cette grande nature. Justement, tu as parlé beaucoup de cycles, mais tu dis aussi que les jardins c'est un lieu d'énergie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. J'ai toujours eu de la chance, c'est que dans ma famille on a toujours été sensibilisés, on a eu des soins énergétiques, on a pu de l'acupuncture, plein de choses. Je me suis rendu compte tout d'un coup, il n'y a pas si longtemps, que tout s'était aligné, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance.
et que j'avais acheté peut-être des livres sur la médecine chinoise et que je comprenais pas quand j'étais petit. Et tout à coup, là, ça faisait sens. Enfin, tout prend sens de plus en plus chaque année. Et il y a toujours cette sensibilité par rapport à ça. Et j'ai un formateur qui disait, on a 2 jambes, une tangible et une intangible. Et c'est quand même pratique d'avoir 2 jambes et de marcher avec. Après, on peut en avoir qu'une ou pas en avoir, mais c'est quand même mieux avec ces 2 jambes. Et c'est pareil, du coup, on revient sur cette vision du yin-yang chez les Chinois, mais c'est ce côté, on navigue avec 2 visions qui sont pas incohérentes et puis qui n'expliquent pas forcément tout et qui fait que parfois on se retrouve face à des paradoxes qui peuvent nous perturber fortement. Mais c'est vraiment en fait prendre conscience que c'est pas juste je me lève le matin, je vais au travail, mais c'est qu'aujourd'hui, la biodynamie est très connue pour ça entre autres, mais aujourd'hui il y a une configuration particulière où la Lune est peut-être devant telle constellation. Et après, il y a toutes les autres planètes aussi qui jouent là-dessus, donc c'est vraiment, il y a des influences du ciel par rapport aux planètes, aux étoiles, mais aussi des influences de la Terre. La Terre aussi connaît des cycles. Le premier qu'on connaît, qu'on voit au quotidien, c'est le matin, le lever du soleil, le soir, le coucher du soleil, avec tout ce que ça implique comme changement, comme mouvement, que ce soit énergétique ou visuel. Après, il y a le cycle même des saisons qu'on va voir, où là, tout à coup, sur les saisons chinoises, l'automne commence début août. Enfin, toutes les saisons sont décalées, mais moi, ce que je trouve, c'est vraiment un moment assez marquant. Si on observe en août, les jours ont déjà pas mal raccourci, la lumière commence à changer, les jours sont un peu plus courts, et puis c'est là où on commence à avoir toutes les récoltes de l'été qu'on connaît, mais toutes les premières récoltes aussi de l'automne, les premières courges, les premières pommes, tous ces fruits, tous ces légumes commencent à apparaître à ce moment-là. Donc c'est cet aspect, c'est vraiment un équilibre de tangible, intangible, et de naviguer au quotidien avec. Et moi je dis toujours aussi, c'est pas de rester perché là-haut dans le ciel, dans les étoiles, mais pas non plus rester les pieds bloqués dans le sol. C'est justement de se permettre dès qu'on a besoin peut-être de quelque chose d'un peu plus subtil, un peu plus fin, et quand on a besoin de quelque chose d'un peu plus concret, terre à terre, on l'utilise aussi. On va avoir le cas de nos traitements. Quand on peut, on va être sur plutôt des choses. La biodynamie utilise beaucoup ces notions-là de petites doses de traitement pour développer la vie du sol. Mais après, si tout coup il y a une attaque et puis qu'on juge qu'on peut sauver la récolte, c'est aussi ça, pour nous le questionnement, c'est pas traiter pour traiter. Là, tout d'un coup, on va se dire, là, on va traiter en curatif avec des huiles essentielles dans notre cas, mais on va traiter pour éradiquer l'attaque. Mais on aura fait tout un travail en amont de se dire, la plante, elle doit être en santé, elle doit pouvoir répondre à ça. Et de nouveau, il y a un aspect physique, il faut qu'elle ait à manger, il faut que le sol soit vivant, qu'il y ait des engrais, ce genre de choses. Et de l'autre côté, il faut aussi qu'on lui apporte les éléments pour qu'elle s'adapte à la météo, au climat, aux énergies du moment, comme nous. Pour nous, un légume, c'est quelque chose de vivant et on essaie de faire tomber les barrières, finalement. Il n'y a pas de barrière dans le vivant. Oui, et puis ton approche, elle est quand même, je pense, assez unique. Là, tu parles de la vision énergétique de la médecine traditionnelle chinoise. On peut se demander ce que vient faire la médecine traditionnelle chinoise dans le maraîchage. C'est vrai, c'est une très bonne question. C'est intéressant, finalement. Puis, comme je dis, les frontières tombent assez vite, parce que rien que déjà, un élément de base qui fait qu'un être vivant est un être vivant, c'est qu'il y a de l'eau, et cette eau, elle est en mouvement constamment. Et il y a très peu, un ou deux, on peut toujours trouver des exceptions, mais l'être vivant qui arrive à se sécher, puis dès que tu mets de l'eau, il se réhydrate et il redémarre. Tu peux essayer avec un humain, c'est pas pratique à faire, ça marche pas très bien a priori, si on a plus d'eau, il y a pas de vie. Et donc, rien que ça déjà, et on peut trouver plein d'autres comparatifs. Et puis vraiment, en fait, la médecine chinoise, elle a cet aspect, moi c'est le sujet qui m'a parlé, j'aurais pu partir dans l'Ayurveda, j'aurais pu partir dans plein d'autres choses, mais ça a été moi la vision qui me parlait le plus personnellement. Donc de nouveau, c'est un point de vue. Et quand on regarde les textes qui sont millénaires, qui ont développé la médecine chinoise et au fil des siècles, c'est vraiment toujours l'observation de la nature. Si tu as une pathologie qui se manifeste le matin, qui est péjorée au printemps, dans certains cas, en fait, ils vont faire des liens avec le fait que le matin, dans la journée, c'est la même chose c'est comme un petit printemps quotidien. La fin de journée sera un petit automne. Le midi, ça sera l'été, d'une certaine façon. Et du coup, on commence à observer des analogies partout. Et au début, c'est vrai qu'en tant qu'occidental, on a toujours cette vision très cartésienne, très carrée, mais qui n'est pas non plus incompatible. C'est juste accepter qu'il y a des choses qu'on comprend pas, que le paradoxe va aller nous secouer, mais je pense que ça nous ouvre infiniment plus. Et chaque fois qu'on fait des visites, qu'on discute, parfois ça peut remuer plus ou moins des gens, mais on sent qu'il y a aussi, ça résonne chez les gens. Il y a cette histoire toujours parfois de vibrer à l'unisson. Il y a quelque chose qui se passe. Et si les gens me disent qu'ils croient pas à l'énergie, je leur dis, quand vous entrez dans une pièce, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire, il y a une ambiance bizarre. Mais comment tu mesures une ambiance? Qu'est-ce que c'est? Un ressenti, c'est une intuition. Et pour moi, si tu as le ressenti, clairement, c'est physique, mais il vient d'une impulsion autre, quelque chose de sensible qu'on voit pas forcément. Et puis, il faut pas oublier qu'en tant qu'humain, finalement, on a ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte. C'est un bout d'un spectre qui est infini. C'est ce côté de se dire que ça doit dynamiser le vivant, de s'inclure dedans et d'avoir du respect envers ça et
du coup, de s'inscrire toujours dans un renouvellement quotidien, en fait, et d'accueillir les choses qui viennent. Et après, comme tous, on a des défis au quotidien. Ouais. C'est pas toujours simple, mais c'est toujours se questionner, ok, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis à ma place? Que on a fait juste, et puis nous, juste, ça prend une autre dimension très relative. Une fois que tu t'ouvres à ce genre d'influence, je trouve. Mais de toute façon, tu le dis, quand on est ici, on se sent bien. On voit que tes salariés, ils se sentent bien. Pour avoir vu hier les clients du restaurant, de la table d'hôte, tu sens qu'il y a quand même des sourires sur les visages, une sorte d'apaisement. C'est vraiment le lieu. Voilà, moi j'y crois aussi. Et effectivement, on ressent ces bonnes énergies. Du coup, là, on va parler un peu plus de la table d'hôte. Donc, tu as créé les jardins en 2017 et tu as ouvert la table de Chivrajon que récemment, alors que c'est le projet que tu portes depuis le début. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est une bonne question. Si ça tenait qu'à moi, on aurait tout fait d'un coup. Heureusement, on l'a pas fait. J'ai appris à être un peu plus patient avec le temps. L'idée était, moi je voulais pas refaire de formation agricole. En 2017, c'est pas si vieux, mais en Suisse, il y avait pas beaucoup de possibilités de formation avec du bio. Et puis moi, c'était le bio sans compromis dès le début et ça me semblait normal. Il y avait pas ces formations disponibles ou très peu. Je voulais pas refaire 3 ans de formation, donc j'ai appris sur le tas. Donc il y a eu aussi un peu une idée de développer, stabiliser la partie agricole. J'ai jamais arrêté d'être cuisinier, mais j'avais pas non plus l'idée finale de ce que j'allais faire. Est-ce que ça allait être une table d'hôte, c'est un restaurant, qu'est-ce que ça allait être? Et puis, quand on a commencé à développer la partie agricole, on a eu, on faisait des paniers hebdomadaires, des marchés, on a eu pas mal d'expériences et d'essais à gauche à droite. Et à un moment, je continuais à faire des traiteurs, je fais à domicile, mais j'ai eu l'appel de me dire, en fait, là, j'ai peut-être l'envie ou c'est le moment aussi de ramener la cuisine dans ce cycle-là pour boucler la boucle finalement. Et donc, j'ai commencé, je crois, quand j'ai commencé le projet vraiment de venir à le mettre en route, mettre en place, c'était quand le premier confinement finalement. Et c'est là on a développé le projet pendant un an et demi, vraiment de ce qu'on allait faire. Et au début, ça a commencé juste avec une cuisine de production. L'idée était en fait de se dire, on transforme nos produits sous forme de fermentation. Mais après, le problème, c'est que la fermentation, en tout cas selon notre vision, dans notre région, c'est un produit de niche, très complexe à vendre. Donc ces produits, il faut les cuisiner. Donc on s'est dit, on proposera des événements entre autres pendant l'été, dans les champs, des brunchs. Après, on s'est dit, on va aussi faire un peu de conserverie avec les surplus de production, ce genre de choses. Et puis après, il y a pas réellement de limites par rapport à ça. Si on voulait faire de la transformation pour des collègues, et tout ça, on veut évoluer dans cette direction-là. Et puis quand on a eu la cuisine qui est née il y a maintenant bientôt 2 ans, on s'est dit à un moment, on a un espace, mais qu'on n'utilise pas tous les jours ou pas à fond. Ce serait bien quand même qu'on fasse quelque chose de cet espace. Et ça tombait pile au moment où en fait, le locataire dans la maison familiale partait, donc la maison qui est coupée en différentes parties. Ça correspondait aussi à un moment où on venait de finir l'été et on avait fait pas mal de tables d'hôtes de brunch dans les champs qui a eu beaucoup de succès. On faisait ça ponctuellement, on en faisait pas 10 par semaine, on en faisait 1 ou 2 par mois, 3 ou 4. Mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et tout à coup, en discutant avec la famille, on s'est dit, il y a cet espace à disposition. La plus-value de Chivrajon, au-delà de ce qu'on fait, c'est surtout le lieu, finalement, qui est juste fou, qui est merveilleux. Et autant le partager quand on a la chance d'être dans tel univers. Et du coup, on a monté le projet de la table d'hôte en se disant, là, on aura quelque chose de fixe toutes les semaines. Que ça soit une table d'hôte 1 fois par semaine et un brunch bientôt 1 fois par semaine aussi. Donc cette idée, c'était de laisser mûrir les choses finalement. Mais l'idée n'était pas figée dès le début. En fait, je savais pas sous quelle forme ça allait prendre. Si je reprends, on avait fait un exercice à l'Institut Paul Bocuse au tout début. Quand on était arrivé, il nous avait dit, la première année, écrivez où vous voyez dans 5 ans et dans 10 ans. Puis ils nous ont redonné ça après les 3 ans. Et c'était très drôle parce que tu vois à quel point tu changes. Ouais, génial. Et puis même quand je suis sorti de l'Institut, pour moi, je me voyais faire quelques restaurants étoilés, ouvrir un restaurant, potentiellement viser 1 étoile ou 2. Enfin, j'imaginais quelque chose de très technique, très haute gastronomie. Et aujourd'hui, en fait, on a des produits, on a pour tout le monde. On a autant les légumes bruts pour des gens qui veulent juste cuisiner eux-mêmes, on a des cours de cuisine pour les gens qui veulent décorer les légumes, on a des bocaux, des apéros, on a les tables d'hôtes, on couvre une large gamme, alors que j'aurais même pas pu imaginer ça. Ils sont rigolant. Quand j'étais cuisinier, j'aurais jamais imaginé être maraîcher. Dans 5 ans, je serais plombier, je sais pas, mais en tout cas, il y a une telle évolution constante par les gens qui passent ici, par ma famille, par mes amis, par des discussions comme j'ai avec toi, ou les retours qu'on peut avoir, qu'on essaie d'écouter ce que les gens nous disent, et puis après, on laisse mûrir ça tranquillement, et après, on essaie de le mettre en œuvre comme on peut, et là, en tout cas, actuellement, c'est par la table d'hôte qui, je pense, s'inscrit dans ce cycle, mais c'est aussi un peu le résumé, le résultat de toute notre philosophie, rassemblée dans un lieu pour une expérience complète, où vraiment on peut raconter l'histoire, il peut voir où ça pousse, on peut parler fermentation, on peut parler bocaux, on peut parler tout, sans limite, et à prendre du temps avec le client, et je pense que même ça, au début du projet, je pensais pas le lien avec le client, je saurais que j'en aurais, mais pas à ce point-là. Là, aujourd'hui, comme tu as pu vivre à la table d'hôte, c'est vraiment des clients
discutent avec nous presque 10 minutes, alors qu'ils ont le plat devant eux, mais en fait, ils nous reposent des questions, ils veulent cet échange-là. Et ce qu'ils cherchent finalement en venant ici, c'est l'histoire. Non, pour l'avoir vu hier, effectivement, tu as un échange avec les clients, et ils sont demandeurs. Ça fait vraiment partie de l'expérience que tu proposes, quoi. Complètement. À des moments, on est presque mal à l'aise en se disant, mais est-ce qu'on est en train de trop leur parler, ou enfin au resto, est-ce que vraiment j'aurais envie de discuter 20 minutes avec le cuisinier? Mais en fait, vu que c'est eux qui posent les questions et qui nous relancent, on se dit oui. Puis en fait, avec les retours qu'on a, et on a des retours en face à face, donc là tu te dis peut-être qu'ils sont juste polis, mais après il y en a qui prennent le temps de faire des retours par écrit, que ce soit sur Google, sur différentes plateformes. Et c'est là où tu vois que, pour ma part, je trouve que s'ils prennent ce temps-là de faire ce retour, c'est que là, ils sont honnêtes, du coup, parce que ça demande un certain engagement, même si c'est rapide à faire. Aujourd'hui, avoir des retours, c'est long, c'est complexe. Ça demande du temps, et on sait que le temps, c'est une ressource précieuse. Donc, s'ils font l'effort de te partager ça, c'est que ça a compté pour eux, quoi. Et t'as jamais hésité à ouvrir une partie de ta maison? Ça reste votre maison de famille, c'est intime, ni toi, ni ta famille. Vous avez hésité quand t'as évoqué cette idée-là? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de questionnements, parce que c'est vrai que c'est une vieille bâtisse, c'est aussi l'expérience client et a des défis. On n'a pas une maison où tu fais des transformations facilement. Il y a le quartier, il y a quand même quelques familles qui vivent, donc le but est de pas non plus les déranger, de pas avoir des voitures chez eux qui se garent, ou des gens qui vont sonner chez eux. Il y a des défis logistiques sur place pour que les gens arrivent au bon endroit et qu'ils se perdent pas. C'est vrai que si tu te perds en allant à un endroit, tu trouves pas, tu te trompes de maison, déjà ton expérience commence mal. Mais au final, on s'est dit, essayons déjà. Ouais. Et puis on voit que peu ça prend et qu'il y a un vrai échange. Et même ce qu'on fait maintenant, je l'imaginais pas au début. Mais je trouve que, comme je disais, parfois, il y a des idées qui apparaissent et elles aboutissent pas, et tant mieux, qu'avec leur cœur, on se dit, on a bien fait. Mais il y en a d'autres, en fait, on sent que ça s'inscrit vraiment dans une continuité, une cohérence. Et je pense on a des grands débats aussi en interne dans l'équipe. C'est encore un lieu en plus à entretenir. Pour ma part, j'ai pas beaucoup hésité, mais il y a eu de grandes discussions, parce que c'était, si on fait ça, par contre, il faut le faire de manière parfaite, entre guillemets, en disant, faut qu'on y mette toute notre attention, tout notre amour là-dedans, pour que les gens ressentent toute notre philosophie, notre éthique, et que ça soit pas juste un énième restaurant ou lieu où venir manger quelque chose, parce que ça, il y en a assez, en tout cas, dans la région. Non, c'est réussi. On se sent vraiment comme à la maison. Tu nous accueilles. Il n'y a pas les barrières qu'on peut avoir au restaurant. Franchement, l'expérience, elle est complètement différente. On vient pas ici au restaurant, on vient ici manger la cuisine de Raphaël. Exactement, c'était le but, vraiment, que les gens aussi... Ça, comme t'en parles souvent, que ça, c'est vrai, les réseaux, quand on a eu des échanges, c'est l'histoire qui fait tout. Et je pense aussi, le fait d'arriver à la maison, c'est drôle, parce que parfois les gens, ils veulent nous poser une question, puis ils sont là, j'ai l'impression d'être chez quelqu'un, mais sentez-vous justement comme chez vous. Ça a été pensé pour ça. Et je trouve que du coup, les gens sont détendus, et du coup, après, une fois qu'ils sont bien installés, tu peux t'amuser avec eux, il y a un aspect ludique, il y a des échanges que je pourrais pas avoir si dans le sens plus classique du terme, où il y a plein de choses qu'on se permet qui se feraient pas ailleurs. Parce que tout le lieu, l'expérience, l'accueil le permet, et les gens y répondent très très bien. Je voulais revenir, du coup, t'as fait aucune formation agricole? Non, aucune. Après, c'est dingue, ça. Moi, j'ai eu la chance d'être un peu geek sur pas mal de points. Et s'il y a un sujet qui t'intéresse, tu creuses jusqu'au bout. Le plus possible. Tu vois, là, au début, la médecine chinoise, ça a été une petite formation sur l'énergétique, sur les plantes. Et puis, il a fallu trancher un moment sur quelle vision je voulais approfondir. Parce que pour moi, c'était faire un petit peu de tout. C'est cool au début, mais après, moi, j'ai besoin de m'approprier ces techniques, de les ressentir, de les vivre, de les expérimenter. Et pour l'agricole, après, c'est vrai qu'on a une époque qui est magnifique où t'as tout et n'importe quoi de contenu. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver facilement les informations. En 2019, je crois qu'il y avait la toute première formation de maraîchage en ligne que j'avais pris, où c'était des formations, maintenant il y en a à non plus finir, mais c'est vrai que c'était une toute première de ce style, et ça commençait à être un peu la mode. Donc ça avait beaucoup professionnalisé par rapport à ça. Après, des échanges avec des maraîchers, les réseaux sociaux, pour ça, c'est juste dingue, finalement, c'est le bon côté. Et après, beaucoup de lecture et d'expérimentation. En vrai, il n'y a pas que le maraîchage que tu as appris. Tu as appris la biodynamie, tu as appris la permaculture, tu as appris c'est ça. C'est incroyable. C'est par des échanges. Et bien après, l'agriculture, beaucoup de métiers le sont, mais je pense que c'est en faisant qu'on s'approprie de nouveau. C'est hyper important, je trouve, de faire une fois la technique ou quelque chose avec la personne, ou qu'on ait une transmission. Ce qui fait aussi pour moi, dans le cadre, il y a 2 secondes sur le truc de la médecine chinoise, ce qui fait pour moi, qui me donne confiance de certaine façon, c'est de me dire, ça fait plusieurs siècles, voire millénaires que c'est transmis. Généralement, on voit une mode qui est un peu louche, ça tient 2-3 mois, alors quelque chose qui est solide, si ça a tenu plusieurs siècles, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Et du coup, j'ai eu la chance, après, comme j'ai été faire des petites formations de quelques jours à gauche, à droite, qui ont beaucoup ouvert.
et on continue d'aller en faire. J'essaie d'envoyer l'équipe, j'essaie de transmettre ça à l'équipe. Après, toute l'équipe ne peut pas et ne veut peut-être pas faire une formation de médecine chinoise, mais chacun apporte du coup sa vision, sa sensibilité là-dedans, puis on fait une grande cuisine finalement. Mais c'est vrai que là, je dis toujours en rigolant, la première année, ça a été mon apprentissage. J'ai fait toutes les erreurs possibles, toutes les utopies que j'avais, je les ai appliquées sur la première. Et après, on s'est amélioré, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi. Ouais. Et donc, c'est clair que trop d'erreurs, ça coûte, mais ça permet aussi de se dire, je comprends pourquoi faut pas faire, et c'est pas juste, on m'a dit, ne fais pas. Une fois que t'as vécu l'erreur, l'échec, ou aussi les réussites, hein, bien entendu, ça te permet de construire quelque chose, mais je pense que c'est une grande force qu'on a, avec peut-être une faiblesse dans d'autres moments, mais quand t'as pas de formation, t'as pas de cloison qui sont montées. Une formation, c'est vrai que c'est génial, ça fait des fondations stables, mais après, je trouve que, le premier, en cuisine, ça a été longtemps comme ça, c'est des fondations qui sont stables, après tu continues de faire ton mur, et t'oublies peut-être de mettre des fenêtres ou des passages vers l'extérieur. T'arrives pas à te libérer de... C'est ça, tu t'enfermes un peu. Ouais. Et c'est vrai que moi, le passage à l'arpège, ça avait été, en fait, t'es en plein service, et les gens doivent avoir quelque chose à manger sur leur table, quoi qu'il arrive, et tout d'un coup, il fallait faire 20 surprises. Donc, t'as un bac de légumes, où ils sont juste nettoyés, ils sont prêts, et il faut faire une composition avec 2-3 légumes, et tu dois en envoyer pour 20 ou 30 couverts d'un coup. Et, là, tu dois pas réfléchir, c'est vraiment l'expérience, l'intuition, les réflexes, et aussi ce que la nature t'a offert ce jour-là, que tu vas rapidement préparer et envoyer au client. Et c'est ce qui fait cette spontanéité, cette fraîcheur qu'il y a à l'arpège, qui fait que c'est un lieu magique. C'est pas un lieu où, je dis toujours rigolant, au niveau d'autres restaurants où tout est taillé en parallélépipède rectangle, en tout ce qu'on veut, toutes les formes. Là-bas, c'est beaucoup plus brut. Passard dit toujours, il faut gommer le geste du cuisinier. Et moi, c'est des phrases qui m'ont marqué, et puis c'est des choses que j'ai vues. Quand il venait faire le service avec nous très souvent, déjà le service dure très longtemps, mais au-delà de ça, surtout, ce qui est génial, c'est que tu vois la précision du geste, tu vois l'artiste qui est au travail, après il y a une théâtralisation qui est assez marrante et c'est le personnage, mais ce qui sort comme assiette, c'est une créativité débordante et infinie, c'est libérateur en fait de voir ça, puis une fois que tu cultives tes produits, pareil, c'est plus limite, donc t'as plus ces cloisons, et je pense dans l'aspect agricole, c'est ce qui a fait qu'on peut se permettre de, ok, on applique la médecine chinoise aujourd'hui, on a fait de la biodynamie, et puis on construit comme ça. Et puis on a un peu des principes qui se montent, mais on essaye toujours de les démonter, de les remettre en question. Au final, là, même si je fais ça tous les jours de ma vie jusqu'à ma potentielle retraite, si on a une fois, imaginons 65 ans, tu vois, il me reste une trentaine d'années à faire. Mais chaque saison est tellement particulière. Ouais. En plus, chaque année, il y a de plus en plus d'extrêmes. Ça veut dire que un essai que je fais ce printemps ou cet été, l'année prochaine, il sera même pas comparable. Alors, il y a des règles générales, mais c'est jamais... T'es pas en laboratoire, t'es pas en situation contrôlée, puis la configuration dans le ciel est tellement complexe, et la configuration sur Terre aussi, qu'en fait, 30, 40 saisons dans une vie, c'est rien du tout. Et puis de nouveau, l'échelle de la nature, elle, c'est des milliers, des millions d'années, et nous, on est juste là, un petit passage rapide, donc je pense que c'est important d'essayer d'avoir comme une base, c'est sûr, mais de pouvoir se laisser, d'accueillir des choses qui viennent. Ouais, c'est facile à dire. Et pour revenir, t'as reparlé à nouveau de la Lune, des planètes, tout ça. Concrètement, comment ça se traduit sur ta façon de cultiver Je t'avoue, je connais pas du tout ce sujet-là, donc... Bon, pour parler des heures, voire des jours, des semaines ou toute une vie. Mais en gros, il faut imaginer le système solaire dans lequel on est. Autour de ce système solaire, il y a des constellations qui ont le nom des signes du zodiaque, Verseau, Scorpion, Taureau, etc. Chacune de ces constellations est liée à un élément. En Occident, on a 4 éléments. Feu, air, terre et eau. Je précise bien parce qu'après, dans d'autres cultures, par exemple en Chine, ils ont 5 éléments qui seront le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. D'accord. Il y a d'autres éléments, d'autres visions. En Inde, ils en remplacent un. Mais là, du coup, on va rester en version occidentale sur ce coup-là. Donc, tu as ces constellations qui entourent le système solaire de certaine façon. C'est une vision vraiment, on regarde depuis la Terre ce qui se passe dans le ciel. Ensuite, dans notre système solaire, nous, on est sur Terre. Et puis, on voit que dans le ciel, autour de nous, les planètes bougent. Je ne renie pas le fait qu'on tourne tous autour du soleil. Mais dans le sens, c'est une observation. C'est pas quelque chose de physique, chimique, on est posé sur Terre et puis tu regardes le ciel et tu regardes ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes les planètes du système solaire qu'on voit bouger dans le ciel et elles sont jamais au même endroit au même moment. Et il faut imaginer un peu comme une grande loupe. Chaque planète est une grosse loupe. Et ça fait... La majorité des gens ont déjà joué quand ils étaient petits ou même encore maintenant avec une loupe pour concentrer la lumière du soleil, pour allumer une feuille ou pour les plus sadiques sur un insecte ou sur la peau de leur frère ou sœur peut-être. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend que l'astre qui est le plus proche de nous, qui est la Lune, quand la Lune va être devant une certaine constellation, disons le Verseau, et une constellation liée à l'élément de l'air, en fait, la Lune va vraiment faire comme effet loupe et elle va intensifier cet élément sur Terre. Sauf qu'il faut imaginer qu'il y a plusieurs planètes dans le système solaire, que le soleil aussi, lui, va être, vu que tout bouge tout le temps dans tous les sens, le soleil va être
par rapport à nous devant une constellation. Et donc, à chaque moment, à chaque instant, tout bouge, mais t'as parfois des grandes influences. Tu vas avoir tout d'un coup, peut-être, je vais pas regarder aujourd'hui, mais tu vas peut-être avoir l'élément air qui est renforcé. Et chaque élément est lié à soit un organe humain, soit à des émotions, ou un organe de la plante. L'air, ça va être lié à la fleur. Le feu, ça va être lié au fruit. L'eau à la feuille. Et la terre, c'est plus logique, à la racine. Donc si on est en jour terre, par exemple, bah, tu peux dire que tout ce que tu vas faire comme travail sur ta plante va impacter fortement ses racines. Donc si tu veux planter quelque chose, tu le ferais en jour racine, donc en jour terre. Ou si tu veux faire un traitement préventif ou nourrir, tu pourrais faire ce genre de choses. Ou alors tu pourrais... Et ça c'est une vision, parce que tu peux l'imaginer de manière complètement différente. Si tu veux travailler sur des légumes racines, il y a une dame qui s'appelle Maria Thun, pendant 45 ans, elle a planté tous les jours des radis, des oignons et d'autres légumes. Et elle a regardé, selon les configurations du ciel, comment ça se conservait, comment ça poussait. Et elle a vu par exemple que si tu plantes un légume racine, bonjour racine, bah il pousse mieux, il se conserve beaucoup mieux. Si tu le récoltes aussi ce bonjour, qui correspond au jour racine, bah il se conserve beaucoup mieux. Sur les oignons, elle a montré qu'elle pouvait garder jusqu'à plus d'1 mois. Et elle a fait ça toute sa vie, son fils a repris. Et du coup, on a des calendriers, en fait, qui nous disent, bah là, les planètes sont devant telle constellation, tel élément. Et après, en fait, bah, c'est de se dire quel est l'élément qui te domine. Et après, bah, c'est une boîte à outils en plus. Moi, je dis toujours, c'est toujours des questions de boîte à outils. La permaculture, c'est une grosse boîte à outils avec plein d'outils dedans. La biodynamie aussi. Et du coup, le fait de travailler avec ces influences-là aussi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des jours où peut-être on va éviter de faire certains travaux dans les champs parce que ça a été montré que certains jours, ta plante, elle va plus rapidement faire des fleurs. Du coup, elle sera pas forcément comestible ou elle va être trop dure. Donc, c'est le plus possible d'accueillir ces influences et consciemment les mettre en pratique. Et après, bah, de nouveau, il faut pas être dogmatique. C'est-à-dire que si un jour il faut que le boulot soit fait, il faut le faire. Après, on essaye. Sur une semaine, la chance qu'on a, c'est que ces influences bougent tout le temps. Et il y a rarement plus de 2-3 jours l'influence aussi forte. Donc on arrive à se dire, bah, lundi, faut peut-être pas faire ça, mais du coup, on peut peut-être se concentrer sur le désherbage ou sur une réparation là-dessus. Et mardi, on fera peut-être de la plantation parce que c'est idéal. On va essayer, quand on peut, de choisir des moments où on sait que ça va nous faciliter la tâche. D'accord. Et tu vas gagner parfois un jour ou avoir moins de maladies. Et c'est aussi, du coup, anticiper de se dire, bah, j'ai peut-être une saison très humide. Donc un jour où la pleine lune est là, ça veut dire que la lune, elle est liée à l'élément eau, elle aussi. Donc elle-même, plus, imaginons un élément, une constellation de l'élément eau, bah, le risque, c'est que ce jour-là, j'ai trop d'eau, trop d'influence de l'eau. Donc je pourrais avoir des maladies liées à des champignons ou liées à ce genre de choses. Donc là-dessus, moi, je peux intervenir en préventif en disant, bah là, je vais mettre un traitement qui va accompagner la plante, qui va lui permettre de lutter ou d'être suffisamment solide pour ne pas subir ces influences. C'est juste surfer la vague, finalement. Un peu comme chaque être humain, ils composent tous de tous les éléments. Mais on a des éléments qui nous péjorent, qui nous améliorent. Et c'est pour ça que parfois il y a des jours on se lève du mauvais pied. Ça peut être dû à ça, entre autres. Et après, c'est d'une complexité folle et passionnante. Parce qu'il faut imaginer que chaque planète, il y a plus de 200 rythmes différents. Et chaque rythme va influencer. Et l'idée, en fait, est d'avoir une vision d'ensemble, un peu comme une grande carte, quoi. Tu vois le terrain, puis tu regardes où tu vas. Et d'ailleurs, tu proposes des événements uniques les soirs de pleine lune. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? L'idée était justement, c'est que dans la visite, on monte un peu en puissance au niveau énergétique, au niveau de la sensibilité là-dessus et du sujet. On essaye de pas aller en mode frontal quand les gens arrivent en leur disant, bah, on va parler d'énergie, de planète, etc. On parle déjà nature, accueil, on dit bonjour, bien entendu. On fait la visite et en fait, on sensibilise gentiment aussi pour donner les notions, je dirais, pour comprendre tout ça de base, pour qu'ils puissent nous suivre, parce que ça sert à rien de parler d'énergie et autres. Si personne comprend, bah, autant rester seul dans son coin, mais c'est pas drôle. C'est important de partager, comme tu disais dans l'introduction. Et du coup, on s'est dit à un moment, bah, ce serait intéressant de mettre plus l'accent sur ces cycles planétaires. Et c'est vrai que, bah, la Lune, c'est un des astres, enfin, c'est l'astre le plus proche de la Terre, ça c'est sûr. Ce qui est génial, moi j'adore cette histoire que, bah, quand la Terre était encore une masse pas complètement dure, bah, elle a été percutée par un objet. Et la Lune est un bout de la Terre, en fait, qui a été éjecté et qui s'est formé à côté. Donc c'est un peu une excroissance de la Terre, d'une certaine façon. Et donc c'est vrai que cette histoire, je la trouve très belle. Et du coup, on parle souvent de la Lune et on parle pour qu'on dynamise l'eau, ses influences. Et les gens sont toujours passionnés à ce moment-là. En fait, il y a des questions, des discussions, des échanges. Et on s'est dit, bah, maintenant, il faut assumer cet aspect énergétique plus, aussi parce que je suis plus à l'aise par rapport à ça, j'ai plus de connaissances et je me sens poil légitime, pas complètement. Je sais pas si il y a toute une vie, voire plusieurs d'apprentissage, mais je sens que maintenant je peux en parler librement et j'ai comment répondre, échanger là-dessus. Et on s'est dit, bah, ces événements-là, beaucoup de monde a déjà vécu qu'une pleine lune peut perturber le sommeil ou
il y a plein d'événements particuliers, juste regarder les marées aussi. Et on s'est dit, bah, c'est le moment parfait pour sensibiliser les gens à ça. Et du coup, on garde un aspect tangible d'une certaine forme. On dit, bah, on lie un thème. Donc, on a fait par exemple autour des plantes sauvages, le premier. Le deuxième était un peu plus philosophique sur la coexistence avec les animaux, notre lien avec, pourquoi nous, on a des animaux, on les mange pas, et comment on a des synergies avec, comment on coexiste. Et puis, on a fait ça avec une dame qui est Virginia Marcus, qui a un sanctuaire pour animaux. Donc, elle récupère des animaux qui sont voués à aller à l'abattoir. Et donc, on a fait le parallèle aussi, bah, justement, entre humains, animaux, comment coexister avec, et puis nous, bah, comment on coexiste avec le végétal, comment il y a pas de frontières, il y a juste un vivant, une circulation constante. Et ça permet vraiment, bon, les gens arrivent, on fait ce qu'on appelle un ancrage, qui est une sorte de méditation. On fait une sorte de visite des jardins. Et puis, bah, chaque événement est un peu particulier, où on aborde le thème après, bah, soit sous forme de discussion, soit sous forme de pratique. Et c'est toujours suivi par un repas. Parce que, bah, la nourriture, c'est un partage, c'est là où les émotions sortent. Et ça nous permet d'échanger avec chacun. Et de continuer quelque chose de plus informel aussi, que ce soit pas juste deux personnes qui parlent. Et là, le prochain sera pour la fête nationale suisse, au moment où on enregistre en tout cas le podcast, où là, on a un astronome qui vient. Le 31 juillet cette année, ça sera une super lune. Donc la lune sera au plus proche de la Terre. Et en plus, bah, Londres, sa fête nationale, donc c'est férié en Suisse. Et là, du coup, on fait une table d'hôtes, donc un menu unique. Et puis, entre chaque plat, l'astronome va parler de l'influence de la lune, des astres. Et vraiment, là, on va être complètement dans le sujet. Puis le prochain, on n'a pas encore décidé pour cet automne, mais tout est ouvert et c'est vraiment d'ouvrir toujours plus les gens, et nous aussi, parce qu'on apprend sur chacun de ces événements tellement de choses. Ouais. Et ça permet aux gens aussi peut-être d'avoir un événement un peu plus posé, un peu différent d'un resto, d'autres choses, où là, ils sont vraiment, c'est très informel, et vraiment l'idée, ça fait partie de nous, de toute cette boîte à outils qu'on a, et on pense que c'est des outils qui valent la peine d'être partagés, sans nouveau tomber dans l'extrême où on reste perché sur la lune. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que vous dynamisez l'eau. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça? Tout à fait. L'eau, naturellement, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. L'eau va sortir peut-être d'une source, elle va s'évaporer, va tomber sous forme de pluie, va être en forme de neige, refondre, aller dans un ruisseau, un fleuve, une mer, un lac, une rivière, peu importe. Ensuite, de nouveau s'évaporer, elle est toujours en mouvement. Alors aujourd'hui, on a beaucoup canalisé, dans beaucoup de pays, c'est l'eau. Et en fait, naturellement, cette eau, vu qu'elle est toujours en mouvement, elle a une qualité vivante, en fait. Elle se charge d'une histoire, de micronutriments, de bactéries, de plein de choses. Elle est remuée dans tous les sens, elle s'oxygène dans un ruisseau naturel. Il en reste très peu, même en Suisse, pourtant. Où tu vois, il y a une structure dans ces ruisseaux qui fait que tu vois que l'eau a une qualité particulière. Et de nouveau, quand je parle avec les gens, quand tu fais une marche quelque part, puis tu vois un ruisseau et tu goûtes l'eau, et tu te dis, ah, ça fait du bien. C'est une eau, en fait, qui est pas juste de l'eau du robinet. C'est une eau qui a une qualité en plus. Du côté tangible, elle est pas oxydée, comme si tu laisses quelque chose dehors, il s'oxyde un peu. Bah là, elle est réduite, c'est l'oxydation. Elle s'oxygène par son mouvement constant. Puis elle a récupéré tous ses nutriments, tous ses minéraux, et elle est en mouvement. Aujourd'hui, l'eau qu'on a, que ce soit du robinet ou même l'eau de pluie, elle est, quand même, on peut dire contaminée d'une certaine façon. Il y a des mesures, des normes maximales de polluants autres. Et l'idée de dynamiser, en fait, c'est de récupérer cette eau de pluie, de source, dans notre cas. Et en fait, on la remue dans une bassine, dans un sens, enfin un vortex. Donc vraiment, c'est la même chose quand on vide une baignoire ou un évier de son cercle. Et on fait dans un grand sens jusqu'à voir le fond de la cuve, dans notre cas. Et après, on casse, on arrête de tourner. Donc ça fait un chaos. Donc littéralement, c'est dans tous les sens. Et on repart dans l'autre sens. Et on fait ça entre 15 minutes jusqu'à 1 heure. Et ce qui se passe là, c'est qu'en fait, on oxygène l'eau, même processus que naturellement. On va aussi la réduire, donc pas l'oxyder, l'inverse. Donc rien que déjà du côté tangible, elle serait plus saine, que ce soit pour faire nos traitements, c'est ce qu'on fait justement. L'information passe mieux, c'est une eau qui est plus accessible, comme parfois certains font des cures avec une eau minérale. À la base, l'eau minérale, c'était aller dans un centre faire une cure parce que c'était une eau vivante avec certaines propriétés. Et du côté intangible, bah, tu vas transmettre toute la configuration de l'instant. Ça veut dire toi, comment tu te sens, aussi quelle est la configuration dans le ciel. Tu vas vraiment transmettre ces informations, cet amour, ce que tu veux dans cette eau à ce moment-là. Et c'est un peu comme si tu fais un reset sur ton téléphone. En fait. Tu enlèves toutes ces côtés négatifs, ces informations. Et après, en fait, nous, on va ajouter dedans peut-être une huile essentielle, une infusion ou un traitement, où on va la boire. Et le traitement est beaucoup mieux assimilé, absorbé. D'accord. Et c'est vraiment des expériences qu'on a pu faire où on a arrosé des graines avec de l'eau dynamisée et de l'eau non dynamisée. Et alors, on n'a pas vu des plantes qui ont fait le double de la taille. C'est pas miraculeux, mais dans le sens, tu vois comme une différence dans le développement, il y a une germination un peu différente. Donc, il y a des influences, et moi, j'invite toujours les gens à, s'ils me croient pas, qu'ils fassent l'expérience. Ouais. S'ils l'ont pas fait, bon, on pourra en discuter une fois qu'ils l'ont fait, justement, parce que on voit la différence, et il y a de nouveau des façons de le mesurer, et il y a des choses où on peut pas mesurer l'intention qui va dans l'eau.
mais ça rejoint toute cette vision énergétique. Donc vraiment, la biodynamie l'a beaucoup transmis ça, et c'est à chaque fois pour un traitement, en fait, tu vas remuer cette eau pour qu'elle soit vivifiée, vivante, et en fait, tu reprends, en fait, c'est juste remettre l'eau dans la qualité qu'elle a de manière originelle. Techniquement, si on avait un ruisseau naturel qui coulait au milieu du jardin, ce qui serait super, on pourrait prendre l'eau en direct, et puis on n'a même pas besoin de la dynamiser. C'est juste qu'aujourd'hui, dans la configuration telle qu'elle est des jardins et du monde actuel, comme on utilise, elle a besoin de cet aspect de dynamisation. Aujourd'hui, alors il existe mille et une façons et choses et théories là-dessus. Nous, c'est en tout cas cette technique-là, cette façon de faire, on voit des résultats, et c'est important pour nous de faire perdurer ça. Ouais, génial. Pour revenir du coup à ta cuisine, on s'est un peu éparpillé, mais comment tu qualifierais ta cuisine ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un côté très brut, nature, un côté sauvage aussi, dans le sens où je dis, quand les gens viennent à Chivrajon, c'est le côté anarchie joyeuse, apparente anarchie joyeuse, où je pense que ça se retrouve dans notre cuisine. C'est les rares fois on a essayé de faire quelque chose de très carré, très net, très précis. On perd l'émotion, on perd l'intention. Dans notre cas, c'est très propre à Chivrajon et à notre façon de cuisiner. Je sais pas pour d'autres, mais en tout cas pour nous, chaque fois qu'on a voulu faire ça, on perdait ailleurs. Donc on a un côté, vu qu'on change le menu toutes les semaines en fonction des récoltes, de ce qu'on voit, de nos envies, nos envies et des possibilités surtout, ça va vraiment être influencé par ça. Donc on essaye de travailler le produit d'une certaine façon quand même, parce que ça nous fait plaisir, et il y a une signature par rapport à ça, mais on va tâcher de peut-être pas non plus essayer de perdre son essence. Après, parfois on se perd en route, ça arrive. Mais je pense que oui, en tout cas, brut et nature, ça c'est sûr, et sauvage, je pense que ça définirait bien. C'est vrai que visuellement, quand on reçoit les assiettes, t'as l'impression que les légumes, ils sont pas énormément transformés. Et après, au niveau des goûts, là, par toutes les techniques qui te sont propres, les fermentations, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de goûts qui sont surprenants, mais en tout cas, tel qu'on la reçoit, le légume est assez brut, quoi. Donc, c'est effectivement un des mots qui me venait à l'esprit. Ouais, complètement. Le but est vraiment la nature a déjà fait le travail parfaitement, et sauf s'il y a une raison particulière, il faut donner une forme ou quelque chose aux légumes, mais je l'ai pas encore trouvé pour ma part. Après, le but est vraiment pas de masquer, mais de gommer cette technique. C'est pas la technique qui est importante, c'est le produit et la fraîcheur de ce produit qui a été récolté la veille ou le jour même, pour vraiment découvrir ça. C'est là où il y a tout à gagner, que ce soit visuellement, gustativement, nutritionnellement parlant, énergétiquement, tout est là. Et selon toi, le fait d'être cuisinier avant d'être maraîcher, en quoi ça rend différent ta ferme et tes produits, en tout cas ta façon de pratiquer le maraîchage? Je pense que ça a été principalement au début par la sélection des produits. On est tout de suite parti dans beaucoup de variétés, beaucoup de spécialités. Et ça aurait été, au début, on avait des restaurateurs avec qui on travaillait, donc il y avait cet échange. On retravaille beaucoup avec des restaurateurs depuis fin d'année dernière, depuis qu'il y a plus ces petits problèmes de pandémie. Et c'est vraiment pouvoir dire à un restaurateur, ou même à des particuliers, finalement, on échange beaucoup, et quand on a moins de marché, malheureusement, maintenant, donc qui nous permet un peu moins de travailler sur cet aspect-là, mais de vendre certains produits qui étaient invendables ailleurs, ou dans d'autres conditions, de dire, vous voyez, là, on vous a amené les fleurs de choux, peut-être, et vous pouvez les travailler comme ça, ou on vous amène les feuilles de tel chou, qui d'habitude ne sont pas vendus, mais vous pouvez les utiliser telles quelles, et vous pouvez faire ci ou faire ça. Donc je pense que ça a influencé par rapport à l'utilisation globale du produit, de l'utiliser peu importe comment, on trouve toujours un moyen de l'utiliser, et je pense avec le lien au client. Ça l'influence clairement, parce que dans la finalité, quelqu'un qui achète un légume... Oui, c'est pour le manger. Donc c'est pour le manger, à part des cas exceptionnels où la majorité des fruits sont souvent consommés bruts. On fait des tartes, ce genre de choses, mais là, les gens ont toujours des idées. Mais sur un panais, ou un scorsonère, ou un rutabaga, les gens, ils essayent une fois, et puis ils savent pas comment faire. Là, c'est de leur dire, le panais, essayez peut-être de le faire en compote avec une pomme, vous verrez, vous allez le redécouvrir. Ou le rutabaga, essayez de le retirer au four et faites un carpaccio avec une huile de noix, ou... On essaie de donner aussi, on donne jamais de recettes figées avec des quantités autres. On leur dit, on sait pas quand vous mangez chez vous, si vous mangez beaucoup de légumes ou juste un petit peu autre, mais cuisinez de manière intuitive. Vous avez un produit, qu'est-ce que vous avez dans votre frigo, et utilisez-le tel qu'il est le plus possible, sans forcément ajouter mille et une choses. Et à chaque fois que les gens viennent au cours, c'est vraiment, ils ont le choix des légumes qu'ils peuvent utiliser, ou alors on se concentre sur peu de légumes et on va les décliner le plus possible, en essayant de se dire, les gens, globalement, malheureusement, n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, même si certains auraient envie plus ou autre. Comment ils peuvent faire des recettes simples et rapides, mais qui restent bonnes. Et puis, en fait, c'est possible avec tous les légumes qu'on veut. Après, bien sûr, on encourage les gens à prendre du temps. Ça, je pense, ça reste la clé de pouvoir bien manger, mieux se nourrir, c'est prendre du plaisir et prendre du temps. C'est dans la sélection du produit aussi, dans la cuisine.
Oui, du coup, ça a ajouté une vraie valeur voilà, dans ton rapport aux clients pour les conseiller sur les manières de les cuisiner et faire découvrir finalement aussi des produits qui sont méconnus. Et du coup, inversement, en quoi être maraîcher aujourd'hui influence ta cuisine, a changé la vision que tu as de ton métier Je pense que ce cadre-là a beaucoup plus changé, en fait. Pour moi, ça m'a vraiment réappris à cuisiner. Je prends ce qui est disponible. Très souvent, en plus, je vais cuisiner des produits qui sont pas visuellement vendables, mais qui ont gustativement, qualitativement, tout est là. Je me réjouis cet été de pouvoir servir des fruits qui sont trop mûrs, qui on vient de cueillir de l'arbre et qui sont invendables. Mais là, je pense qu'il y aura rien à faire. Ça sera juste peut-être, si c'est le cas d'une Mirabelle, par exemple, c'est d'enlever juste le noyau et encore, peut-être juste poser tel cas dans l'assiette et dire au client, bah, le produit est tellement parfait et de nouveau pas grâce à nous. Nous, on était juste là pour le récolter et puis on a eu de la chance qu'il soit parfait à ce moment-là et qu'ils se rendent compte, bah, que le produit cueilli à cet instant T, à ce moment-là, il est juste idéal et peut-être que, bah, ils le regoûteront jamais, nous non plus. Mais c'est de profiter de ça et ça a complètement influencé ça parce que j'ai appris à me dire, bah, j'ai plus tel produit que j'avais pris dans le menu, bah, pas grave. Bah, il y a un produit, on le change et puis quand on fait des offres, traiteurs ou autres, on dit aux gens, le menu que vous avez là, il est susceptible on dit même plus il est susceptible, il va changer. On dit on va pas tout chambouler, mais c'est probable qu'il y ait des modifications. Donc donnez-nous vos allergies. Et au final, on assume complètement ça et c'est ce qui plaît aux gens, je pense. C'est on a la chance dans une époque où c'est à la mode et ça se porte plus facilement. C'est indéniable. Mais vraiment, on dit bah voilà, notre éthique, c'est on travaille avec ce qui vient d'ici ou 50 km à la ronde et on fait pas de compromis par rapport à ça. Le seul compromis qu'on fait, c'est avec les citrons qu'on vend au marché et que certains reviennent et on peut plus les vendre, donc on les transforme en citron confit. Mais encore là, du coup, c'est dans notre approche zéro déchet. Mais là, ça a été vraiment de se dire, bah, le produit, il arrive, il est devant moi, bah, l'autre jour, on a servi un plat qui a beaucoup parlé aux gens, c'est les betteraves quand on fait un semis, donc on met les graines dans le sol. On a souvent trop de betteraves, elles sont trop serrées pour faire des grosses betteraves. Alors on les enlève, on les éclaircit. Et du coup, on a cuisiné les mini betteraves qui faisaient, je sais pas, 3-4 cm de diamètre avec les fans telles quelles. Et on leur a expliqué, bah oui, d'habitude, ces betteraves, on les enlève et puis on les laisse dans les champs. Et ça nourrit le sol, c'est pas perdu. Mais c'est dommage d'un côté parce qu'on pourrait nourrir des gens avec. Et là, du coup, on les a servis, on les avait préparés. Et on avait cette histoire de dire, bah, vous voyez, une betterave, c'est pas juste mettre une graine puis attendre. Il y a tout un travail derrière. Et il y a aussi ces petites betteraves qui sont juste délicieuses, qui sont belles. Il y a toute une histoire derrière. Donc ça influence complètement la cuisine au quotidien. Et parfois, on a juste pas envie de toucher le produit, comme je te disais, sur un fruit, sur un légume qui sort tel quel. Bah, autant le servir le plus naturellement possible parce que la majorité des gens n'ont pas cette opportunité de goûter ça. Ouais, c'est ce rapport au produit que les cuisiniers qui sortent jamais de leur cuisine n'ont pas, quoi. C'est aussi, je pense que je dis pas qu'ils le respectent pas, hein, mais dans le sens que et puis tu sais le travail qu'il y a derrière. Complètement, donc, c'est ça. Tu l'as planté, tu l'as désherbé, parfois tu es à 4e essai dans l'année et puis tu dis bon, bah, si j'y arrive pas maintenant, c'est foutu, puis tu l'as enfin et même si t'en as beaucoup, en fait, tu vas chérir le moindre centimètre de ta betterave ou ton rutabaga pour des légumes qui sont souvent un peu moins chéris qu'une tomate où là, c'est facile. Beaucoup de monde aime la tomate, c'est un produit très abondant. Mais c'est de se dire, bah, je sais le boulot qui est derrière. Ou même sur une tomate, en fait, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de la mixer? Peut-être pas. Peut-être que oui, aussi, c'est pas non plus se couper de cette idée, mais c'est de se dire, bah là, pareil, je l'ai récoltée à ce moment-là, elle est encore tiède, elle est au stade idéal. Peut-être une variété qui a quelque chose de spécifique. Donc autant l'accompagner, l'utiliser tel quel est. En fait, c'est le produit qui vient à nous. Et nous, on est là un peu comme un passage de témoin d'un taxi entre les champs et le client, la personne qui vient à la table. Mais tu sais, ça me fait penser au chef Julien Médard qui racontait qu'il emmenait ses équipes, par exemple, à aller chercher les truffes. Et qu'effectivement, quand tu étais sorti tôt le matin, par -10, pour aller chercher la truffe, bah, tu la respectais plus que quand tu la trouves bien emballée, bien propre dans ta chambre froide, quoi. Complètement, je pense qu'il y a tout à gagner. Après, c'est clair que ça demande des organisations, ça demande du temps, mais il y a de nouveau, c'est l'aspect intangible. Comme, j'imagine qu'on en parlera après, mais quand tu changes une identité visuelle ou autre, parfois il y a des choses où tu fais une pub, tu peux pas toujours mesurer. Si tu mets un affichage, tu sais pas combien de personnes vont le voir et vont venir grâce à ça, sauf s'ils te le disent. Bah là, c'est pareil, je pense qu'en sensibilisant chacun sur certains aspects d'un produit, du respect, pour d'autres, ça serait les animaux ou autres, mais aussi de se dire, bah, quand t'achètes un filet de bœuf, bah, derrière, t'as tout un animal, t'as une vie, t'as aussi quelqu'un qui l'a élevé, t'as toute une chaîne de production des gens, et t'as cette interdépendance qui est sans limite, en fait, sans tellement d'acteurs et de facteurs aussi, t'aurais jamais eu ce filet de bœuf, cette carotte ou autre. Et quand tu prends conscience de ça, bah, tu travailles complètement différemment, je pense, parce que comme il dit, t'as cette gratitude envers le produit. Et t'as pas envie de le perdre, tu veux commander pile poil, ou du coup t'as presque envie de te dire, bah, ce qui reste là, est-ce que vraiment on va le jeter? Non. T'as un rapport qui est complètement différent et c'est aussi un autre échange avec le client. Et je pense que, si on peut transmettre ça au client, il est prêt à manger, entre guillemets, n'importe quoi. Parce que
lui aussi il va avoir cette gratitude, il va recevoir. Et c'est ce rapport humain, de nouveau, il est très important, enfin, il est essentiel. Ce qui fait qu'on est humain finalement, c'est ce partage, cet échange, ces émotions, cette transmission qu'on peut faire. Et hier, t'as reçu un couple qui va se marier, qui voudrait... tu t'occupes de la partie repas et je trouvais ça hyper touchant parce que on sentait qu'ils avaient envie qu'ils adhéraient complètement à ta vision et qu'ils avaient envie un peu de convertir leurs proches et tout et c'était chouette. Enfin voilà, tu sens qu'ils étaient en confiance avec toi et que quoi que tu leur proposeras, de toute façon, ils seront embarqués dans ton univers et j'ai trouvé ça chouette qu'ils veuillent, lors d'un événement aussi important, convertir un peu leurs proches. Oui, on sent qu'il y a un engagement et puis une confiance qui est géniale parce que moi je suis toujours impressionné, ils nous font confiance. Bon, ils sont quand même venus goûter et manger. Et c'est intéressant, on a eu cette question au moment où il disait, mais est-ce qu'il y a un plein moment où peut-être on aurait quelque chose, un peu un traceur où les gens peuvent se raccrocher pour pas qu'ils soient perdus parce que certains sont pas adeptes de ça. Et nous, on parle beaucoup de cuisine végétale et on essaye de pas toujours utiliser les mots végétariens ou parfois le menu est vegan ou végétalien. C'est pas une volonté particulière, c'est juste que parfois on n'a pas envie de mettre du beurre ce jour-là et puis c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est tellement émotionnel et tellement de débat. Et moi, je dis, mais moi, je fais des légumes, je vous propose ça et si vous voulez manger de la viande, du poisson, vous avez tellement de choix partout. Et ça, je pense que ça sera un débat d'une vie, voire de plusieurs vies, voire éternel. Finalement, on peut manger tout aussi bien des légumes que d'autres choses. Et puis, quand on va en Italie, on peut manger un risotto aux champignons et ça pose pas de problème. Soit végétarien, personne ne questionne. C'est vrai. Mais tout à coup, si tu vas dans un restaurant et t'as pas un bout de viande et pas de risotto, dans ce cadre-là, tout à coup, ça peut réveiller en certains des émotions qui sont hyper intenses. Et c'est très intéressant. Puis là, c'est vrai ils sont convaincus, ils nous font confiance aveugle et ça a un joli échange, mais c'est vrai que de nouveau il y a eu ce questionnement sur est-ce qu'on arrivera à convertir ou du moins à convaincre. Mais de toute façon, ce que je dis aussi dans ce genre de cas, dans tous les cas, c'est que sur des événements particuliers, il faut que les gens ils font cet événement pour eux, ils vont le partager avec leur famille, mais si eux sont contents, après le reste, de toute façon, que ce soit professionnellement ou personnellement, je pense qu'on n'arrive jamais à contenter tout le monde. Il faut trouver un équilibre. Je voulais aborder un autre sujet, on en a un peu parlé déjà avec les événements autour de la pleine lune, mais tu proposes beaucoup d'ateliers, de cours, d'événements, voilà, autour de la cuisine et du jardin. Pourquoi c'est important pour toi de transmettre aujourd'hui ce que tu as appris ? Au tout début du jardin, je suis toujours jeune, mais j'étais très jeune. C'est que j'étais pas forcément à l'aise avec les gens, mais c'est vrai qu'avec le temps, je pense par rapport à nos approches et notre façon d'appliquer tout ça, les gens nous demandent comment on fait ci, comment on fait ça, et on s'est dit que il était peut-être temps de transmettre certaines infos. Et ça permet aussi beaucoup d'évoluer, et puis ça nous demande une certaine rigueur de construire des livrets, des informations, enfin vraiment de monter tout ça. Et je pense le fait de transmettre le peu de choses qu'on sait, mais d'essayer comme de les faire vivre finalement, c'est pour moi une tradition ou peu importe un savoir, il est vivant du moment qu'il est transmis et qu'il évolue. De nouveau, du moment que tu fiches quelque chose, ça devient un dogme, ça devient autre chose, et là c'est dangereux, enfin oui et non, ça le fige complètement et c'est dommage, parce qu'il y a rien qui est figé. Pour moi, c'est vraiment le résumé de la vie. C'est toujours en mouvement, quoi qu'il arrive. Et puis un jour, ce cycle sera terminé. Et puis du coup, il y aura plus de mouvement ici, mais il y aura un autre cycle qui démarrera peut-être, autre chose. Mais c'est l'importance de transmettre, de garder cette vie. Et après, on essaye, parce qu'on a pas mal de choses. Sur les ateliers jardin, c'est la première année où on les a autant structurés, on a essayé d'accompagner les gens. Sur la cuisine, il y a beaucoup de demandes aussi, des questions de mode, je pense, mais aussi de demandes de nos clients sur comment cuisiner les légumes, parce que en fait, ils ont peut-être envie d'appliquer, ils savent pas comment cuisiner les légumes, en fait, de toute façon. Pourtant, c'est pas si différent qu'une viande ou un poisson, mais je dis toujours, c'est à la fois pas du tout différent et c'est à la fois de notre cuisine. Parce que tu peux complètement faire comme tu ferais du bœuf sauté à la poêle, tu peux faire avec des légumes et c'est pas un souci. Ça marche très bien. Mais t'as aussi des choses que le légume te permet qu'avec une viande tu feras pas, parce que c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes cellules. Et du coup, on essaie de transmettre ça, et moi, c'est aussi c'est transmettre ma passion pour la fermentation, comment utiliser ça, en espérant que peut-être une ou deux personnes puissent en bénéficier, se sentir mieux et continuer de partager cette vie. Alors tu viens d'en parler à l'instant, justement, les ateliers autour de la fermentation, ça fait partie des incontournables de Chivrajon et de ta cuisine. Alors qu'est-ce que c'est la fermentation ? À la base, c'est préciser ce qui a permis la vie, justement sur Terre, ce qui a fait qu'il y ait de l'oxygène et du CO2, etc. Si on plus chimiquement, c'est la transformation de sucre en alcool, CO2, en gaz carbonique. Après, il y a plein de fermentations différentes. Il y a plein de techniques, il y a et c'est très culturel finalement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'une fermentation, ce qui va surtout faire la différence, par des cas très précis, ça va être ton environnement. Toi et moi, on prenait le même légume au même moment, à la même heure, mais pas au même endroit. On aurait des résultats différents parce que c'est vraiment les bactéries dans l'air qui vont influencer. Donc en fait, ce qu'on appelle le terroir finalement, tu peux le retrouver même dans un bocal de carottes fermentées.
Oui, ça, je crois que j'en avais entendu parler au niveau du pain, où on dit en fait, t'as beau avoir les mêmes ingrédients, enfin, tu les exportes dans un autre pays. En fait, l'humidité, l'air, machin, fait que. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément du bon pain partout. Exactement. Après, c'est pas parce qu'il y a des mauvais boulangers, c'est parce que. Mais après, la fermentation, on la rencontre au quotidien partout. Après, c'est vrai qu'à des moments, on a fait des raccourcis. Il y a certaines marques qui font des sauces soja aromatisées hautes, qui ne font plus le processus de fermentation. Mais pour nous, la fermentation, ça va être plusieurs choses. Mais la première, ça nous permet de conserver des excédents de production ou autre. Ça nous permet aussi de développer des goûts. Parce qu'en fait, c'est vraiment, il faut imaginer que, comme je disais avant, on a une partie du spectre du goût, des odeurs, des sons, de la vision. On capte qu'une petite partie. Et il y a certains goûts qui sont trop complexes pour notre palais. Donc la fermentation va couper ces longues molécules et faire qu'on va sentir ces goûts-là. Il y a aussi l'aspect nutrition, en fait, ça va garder des vitamines, développer d'autres choses. Et puis voilà, finalement. Ce côté conservation, développement des goûts, et nutritionnellement parlant, c'est hyper intéressant. Et au final, on le retrouve dans le pain, tu disais justement, on va retrouver des sodas aujourd'hui, c'est souvent des sirops qu'on a gazéifiés. Mais un soda, quand on captait pas le CO2, ce genre de choses, c'était du sucre avec une infusion ou un jus de fruits qu'on laissait fermenter un petit peu de temps. Et naturellement, ça faisait une boisson un peu pétillante ou fermentée. C'est comme ça qu'on conservait. Dans tous les produits laitiers, la fermentation, bon, là, sur les fromages ou autres. Et on peut retrouver, nous, on utilise beaucoup de miso. Pâte de miso qui est traditionnellement à base de riz et de soja. Nous, on l'a suicidé dans le riz, on a remplacé par du sarrasin. Où là, c'est plein de fermentation ensemble. Mais pareil, ça va être, là, ça va développer des goûts, ça va développer le umami. Donc, le côté délicieux, le sentiment de satiété, mais aussi le côté qui nous fait saliver. Donc, c'est vraiment on la rencontre pour plein de gens utilisent la fermentation, que ce soit les sauces soja aussi qu'on peut acheter, ou alors dans le vin, les bières, ça c'est les plus classiques. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment, aujourd'hui, ça vient très à la mode, on vient sur des trucs très précis. Oui, c'est ça. En fait, on en entend beaucoup parler maintenant, mais en fait, là, de ce que tu expliques, c'est que c'est présent partout dans notre quotidien, sans qu'on le... Enfin, il y a plein de trucs que tu viens de citer, je savais pas clairement que c'était lié au processus de fermentation, quoi. À la base, oui. Après, c'est vrai que on a voulu faire des raccourcis pour des questions de coût et d'efficacité. Mais quand on fait des choix, on perd certaines choses. Par exemple, sur le pain, aujourd'hui, on a sélectionné la levure en cube. Du coup, on n'a qu'une seule forme de levure. Mais en faisant ça, on perd d'autres propriétés de la fermentation qui sont la conservation. C'est pour ça qu'un pain chez un boulanger qui fait un pain pure levure, la majorité, c'est peut-être des bons pains. Je remets pas en question ça. Tu vas avoir un pain qui va se conserver peut-être 1 ou 2 jours maximum, puis ensuite, ma mère disait toujours le pain le lendemain et tu peux tuer le voisin avec, t'es pas dur. En fait, un pain au levain, il va développer, selon les températures, une acidité que tu vas sentir ou pas, et d'autres bactéries qui vont permettre la conservation. Et aujourd'hui, ils ont ce souci sur des contaminations en agroalimentaire parce que ils sélectionnent qu'une seule souche et ils perdent la diversité, le totum, donc le mélange de toutes ces bactéries levures présentes naturellement. Et on a des contaminations, il suffit de regarder sur internet, des contaminations avec E. coli ou ce genre de trucs, qui sont des pathogènes assez puissants. Et après, plein de gens en souffrent parce que par souci d'industrialisation et de standardisation. C'est vrai que la fermentation va avoir cette particularité, comme d'être vivant et de bouger, de pas assurer un goût. Fois. Ça assurera pas le même goût partout. Et puis, mais justement, moi je trouve que ça nous remet les pendules à l'heure. Un bon vin, un bon terroir, une bonne année. Parce que quand tu te lances dans un truc de fermentation, tu sais. Enfin, tu peux te dire, tiens, si au bout de 2 jours je saurai quel goût ça a, je l'arrête à ce moment-là. Ou non, en fait, ça sera toujours la surprise. Un céleri restera un céleri, dans le sens où tu auras toujours cette trappe de fond du céleri, puis il va avoir un peu des notes particulières du céleri dû à la fermentation. Donc cette base reste la même, cette trappe de fond. Mais après, selon la température, l'humidité, t'as des subtilités de goût. Dans notre cas, selon l'année qu'il y aura, à quel moment on l'a récolté, etc. T'as un céleri qui sera plus ou moins sucré ou pas, ou plus ou moins petit ou grand, donc il aura différentes propriétés organoleptiques. Ça va complètement changer ce goût, mais ça va pas... Alors t'auras jamais ça je dis toujours ça vaut pas un légume récolté fraîchement puis mangé dans la foulée, mais tu vas avoir cette conservation et d'autres goûts, c'est un nouveau produit, ça élargit la palette créative en fait aussi, mais tu peux prédire un peu un goût, quoi. Il y en a qui après tu peux avoir, il y en a qui le font, t'as une chambre de fermentation et une température stable, puis après tu mets au frigo puis ça se calme, tu vas pas avoir des trucs radicalement différents non plus, mais t'as une base. Du coup, la fermentation, c'est bon pour la santé, puisque ça apporte plein de nutriments, plein de bonnes bactéries, c'est ça ? C'est bon pour la planète parce qu'on peut conserver plus longtemps. Oui. Et c'est bon au goût parce que du coup, ça ouvre des possibilités. Infinies. Bon. Et du coup, en termes d'atelier, les gens sont... Tu sens qu'il y a une vraie demande autour de ça ? Il y a une vraie demande. C'est vraiment l'atelier, on a le plus de succès. Et c'est pour ça qu'on on a ajouté des dates cette année quasiment tous les mois. Et on s'est vraiment rendu compte que
les gens en fait savent utiliser la fermentation, souvent essayent, mais en fait c'est la confiance dans cette fermentation qui en fait il y a un petit truc, un peu de chimie, je trouve. Voilà, tu sais pas trop ce que ça va donner. Tu sais pas ce que ça va donner, puis en fait on nous a appris, inculqué que quelque chose qui pétille, l'eau qui devient un peu trouble peut-être, et qu'on a laissé à température ambiante plusieurs jours voire semaines, bah c'est dommé, c'est passé, ça faut pas le manger. Et rien que ça déjà, ça nous demande un apprentissage. Après, certains au début sont peut-être pas habitués à consommer des goûts comme ça, donc ça demande une après. Et puis la fermentation, les gens sont un peu désemparés sur comment l'utiliser. Et alors, dans mon cas, souvent ça peut être avec une tartine, avec du beurre ou sur du pain. Mais nous on cuisine avec, on utilise comme assaisonnement, on remplace ou on complémente avec des vinaigres ou ce genre de choses. Enfin, c'est de nouveau une palette qui s'élargit et on peut cuisiner avec, et c'est pas juste ajouter des produits dans une assiette. Je prends souvent l'exemple de la Corée, j'ai eu la chance de voyager là-bas un mois. Tu commandes même un plat du jour, t'as toujours 3, 4, 5 condiments fermentés qui sont emmenés, parce que c'est culturel là-bas, de vraiment manger au quotidien. Bon, nous aussi, mais on l'oublie. Mais là-bas, c'est vraiment assumé que c'est fermenté. Et à chaque fois, t'as des découvertes de saveurs, de produits qui sont fermentés, et ça apporte tellement plus, parce que tu viens condimenter ton plat, ça vient apporter cette complexité. Et en plus, sur l'aspect santé, ce qui est génial, c'est que vu que ça développe certains goûts et certaines molécules sont disponibles, ça te donne aussi le sentiment de satiété plus vite. Donc, et t'as des études infinies là-dessus sur qu'un pain blanc fermenté avec une levure, bah, au final, tu vas en manger beaucoup plus et tu vas ton indice glycémique qui va exploser parce que c'est que du sucre disponible et il n'y a pas toute la vie qui va avec. Et c'est pareil dans tout. Quand tu sélectionnes une option, tu augmentes le curseur sur quelque chose, bah, de l'autre côté, tu vas perdre quelque chose. Et là, dans le cas de la fermentation, quand on veut prendre des raccourcis ou enlever certaines choses, on perd tous ses bienfaits. Et pour nous, c'est vraiment une clé, que ce soit pour le gaspillage, mais aussi pour le développement d'une cuisine vivante, mais sans tomber dans quelque chose de crudivorisme ou dans des catégories. C'est un univers qui se rajoute, c'est infini. Donc c'est ça qui est beau, c'est ce côté-là. C'est quoi les prochains projets des Jardins de Chivrajon? L'idée ça. Non, l'idée là, ce serait la table d'hôte, on a des très bons retours, donc ça c'est encore assez récent, on a ouvert depuis 3-4 mois. Donc là encore besoin de nous. Les gens savent par notre slogan, le logo qu'on a fait, c'est écrit cuisinier maraîcher, mais on est quand même très connu pour être maraîcher. Et ils connaissent l'histoire, mais ils ont pas tous goûté, ils sont pas encore tous venus découvrir notre cuisine. Donc là, le projet principal, en fait, c'est de rapatrier tout à Chivrajon, c'est-à-dire de vraiment amener les gens sur le lieu, parce que le lieu est la plus-value, toute l'histoire est là. Et comme tu dis, les gens arrivent, il y a quelque chose ici qui fait comme on arrive au sommet d'une montagne ou dans certains lieux, on se dit, on se pose. Et ça, c'est pas, comme je dis nouveau, c'est pas grâce à nous, c'est comme ça, et on est juste plus que privilégié d'avoir ce lieu pour le temps qui nous est donné. Et après, bah, l'idée, c'est vraiment de cultiver la vie sous toutes ses formes. Donc, ça veut dire sous forme des événements, de continuer à avancer sur les pratiques agricoles. Et puis, on essaye de sensibiliser, de partager toujours plus avec chacun. Donc là, je pense on est à un stade où on a bouclé la boucle. On est sur un cycle complet. Et c'est d'améliorer ces pratiques-là et d'augmenter cette notoriété pour pouvoir se permettre d'aller un peu plus loin dans certaines choses. Pouvoir peut-être ouvrir un peu plus qu'un soir par semaine sans tomber dans un restaurant avec 2 services par jour. C'est humainement, pour ma part, je veux plus ça. Plus envie de coupure, j'ai plus envie de travailler sans répit. Si on met autant d'attention sur nos légumes, il faut aussi qu'ils s'y retrouvent pour les humains, que ce soit pour mon équipe que pour moi, et que même si ce travail me nourrit énormément au quotidien, et continue à apporter le plus possible de cohérence. Et à long terme, c'est quoi tes ambitions pour les jardins? J'ai la chance d'avoir une équipe qui est fixe, qui est là avec moi, qui croit au projet, qui porte le projet comme personne, ce qui serait impossible sans eux. J'ai eu plus que ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais étudiant et quand j'ai commencé les jardins. On a des gens qui nous soutiennent. Ouais, franchement, on peut pas rêver mieux. Donc, là, c'est poursuivre sur cette voie. Et puis, je crois que t'as un peu déjà le secret du bonheur, hein. C'est ça, c'est décider qu'on est déjà heureux avec ce qu'on a et que c'est pas la fin du chemin. Exactement. Puis tout change tout le temps, donc c'est pas. Je pense on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est vraiment d'accueillir. Et je pense que c'est un grand défi. Hein. Pour moi, c'est un grand défi. En tout cas, pour ma part, quand j'en parle avec d'autres personnes aussi, il y a la vie, puis il y a les imprévus, ce qui fait que c'est la vie finalement. Donc il y a de la vie, ça va. Après, rien n'est. Il y a des passages qui peuvent être plus durs, que ce soit psychologiquement, physiquement ou autre, mais je trouve que c'est important de se rappeler que même si demain tout s'arrêtait, franchement, c'est génial ce qu'on a pu faire. Puis si ça continue, c'est encore plus cool. Écoute, finir cette partie de l'interview là-dessus, ça me va très bien. Écoute, maintenant, je voudrais parler un peu de ton identité visuelle. Donc en 2021, tu as fait appel à moi pour refaire du coup ton logo. Pourquoi changer et pourquoi à ce moment-là? Tu avais déjà quelque chose, tu avais déjà une identité, pourquoi? J'avais déjà un logo, c'est vrai, que j'avais fait avec une amie. Je pense qu'il y avait un besoin de
professionnalisé dans le sens dans la vision qu'on avait d'aligner un peu plus de nouveau avec ce qu'on était. On avait fait un double logo, un cuisinier, un maraîcher, qui s'assemblait un peu une forme de yin-yang finalement avant l'heure, mais on voulait assumer cette identité. On était cuisinier maraîcher, c'était les deux, et c'était les deux font un. En gros, c'est vraiment, ça fait partie de nous et c'est comme ça. C'est ce que tu disais, l'un sert l'autre et inversement. Exactement. Et continuer cette réalisation-là qu'on avait déjà eu finalement, mais il fallait vraiment apporter cette cohérence et on avait besoin d'évoluer, je pense, besoin d'un nouvel élan, de pouvoir justement plus travailler sur l'expérience pour moi, que ce soit même d'achat tout simplement, ça passait par une identité plus claire pour expliquer ce qu'on était et pour vraiment communiquer. On veut pouvoir transmettre des choses aux gens, mais comment transmettre sans que ça soit un bout de papier que tu vas oublier dans ta voiture, ce qui m'arrive, hein. Clairement. Je sais ce que je fais avec certains contenus qu'on me donne. Comment on pouvait apporter quelque chose de beau, d'agréable, qui porte encore plus. Et avec le marque-page, c'est vrai que beaucoup de gens lisent, donc tu vois, c'est un joli truc à mettre. Les cartes postales, aujourd'hui, ils utilisent à la fin de l'expérience de la table d'hôte ou du brunch pour que si les gens veulent partager ce qu'ils ont vécu ou s'ils ont pensé à quelqu'un, ils peuvent leur envoyer un petit mot sans forcément parler de nous, mais ça parlera de nous vu qu'il y a un mot dessus, mais c'est aussi d'ajouter un petit plus, et c'était important pour nous de mettre cette cohérence là, de revégétaliser le logo, d'assumer peut-être notre identité. J'avais fait mon école du feu, j'avais appris, et il y avait des projets de cuisine qui dessinaient, mais c'était pas plus de justement faire une gamme d'épicerie, faire c'était ça aussi le début du projet. Pour mettre ça en avant, il fallait que ça soit clair, et le fait d'avoir 2 logos, c'était une magnifique idée, mais c'était moins ce qu'on était. On avait besoin de remettre une cohérence. Et qu'est-ce que ça a changé du coup, vraiment pour toi? Tout. Moi, j'ai eu la chance aussi, c'est qu'à cette époque-là, Jeannette est arrivée fin 2021, oui, qui a pris vraiment la gestion de l'entreprise, et c'est une perle rare, on a une chance inouïe comme chaque personne dans l'entreprise, mais elle a su ancrer l'entreprise dans cette nouvelle identité visuelle. On venait de la terminer et ça a permis qu'on a pu vraiment s'approprier cette identité visuelle, d'avoir beaucoup de souplesse, de pouvoir utiliser le logo partout, de pouvoir modifier à tout moment, de pouvoir créer nous-mêmes du contenu. On a besoin de cette autonomie et ça a vraiment mis, je trouve, un élan dans l'entreprise de la communication. Et encore aujourd'hui, on nous fait je pense toutes les semaines, on a au moins une personne qui nous dit ce que le travail de communication, que ce soit le logo, l'identité, la vision des jardins, mais il y a une cohérence et puis c'est beau et c'est hyper important. Et j'adore cette phrase que tu dis dans chaque podcast de toute façon, que si c'est beau, les gens viennent. J'essaie de me forcer à pas la répéter parce que je me dis écoute, merci. Si c'est beau, après les gens reviennent, mais c'est vrai que déjà si c'est beau, les gens viennent, et c'est vrai. Et depuis le début, j'ai toujours fait attention à avoir du contenu avec des belles photos et autres, mais le fait d'avoir un logo en plus, c'est toute une cohérence face à ce que tu nous as apporté par l'identité, puis tout ce travail de questionnement sur qui nous sommes, que je vais souvent le relire comme je te disais en off. Ça a vraiment énormément changé, et puis encore aujourd'hui on crée du contenu, des choses à non plus finir, et après encore on t'appelle quand même des conseils ou des nouvelles choses pour évoluer, mais ça a vraiment, sans aucun doute, ça a été un des plus gros changements de l'entreprise. Souvent c'est aussi ça qu'on dit, c'est ça donne envie de communiquer, simplement ça te rend fier de communiquer sur et puis du coup, en communiquant, t'attires les clients et tout, mais juste prendre plaisir, vous, à communiquer. Et effectivement, sur votre Insta, sur le site, tout ça, on retrouve l'identité. Et justement, tu parlais des photos. Effectivement, depuis le début, tu as fait appel à un photographe. Les photos sont canons, vraiment, depuis le début du projet. Pourquoi c'était important aussi pour toi, dès le début, d'avoir des belles photos Bon, de la chance, c'est que ma meilleure amie est photographe, de mariage principalement, enfin de personnes. Et elle m'avait aidé quand j'ai fait le premier financement participatif à faire le contenu. Son mari fait du contenu vidéo, donc on a aussi pu faire 2 vidéos, vu qu'on a fait 2 financements participatifs, juste canon aussi, parce que, avec une histoire, une qualité improbable, vraiment, qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Et pour moi, c'est toujours important, de manière assez inconsciente finalement, mais d'avoir une cohérence. Et c'est vrai que je me voyais pas, après avoir posté des photos qu'elle avait fait, je me voyais pas continuer avec du contenu fait avec vite fait mon iPhone. Enfin, il y a une signature aussi de nouveau, il y a même pour toi finalement, je trouve, même si t'embrasses complètement l'identité de chacun, si je vois un logo, je dis pas qu'à chaque fois je pourrais dire que c'est toi, mais il y a ta patte quelque part. Et pareil pour cette photographe là, Sam, il y a toujours une signature dans son travail qui est exceptionnelle. Puis là, depuis, on travaille aussi avec une autre photographe qui est axée plus food, donc j'ai vraiment 2 personnes qui sont de confiance incroyable, qui sont des personnes merveilleuses de nouveau et qui ont une spécialité dans leur domaine. Donc ça, vraiment, elle va nous faire des photos d'humains ou d'échanges qui sont improbables et juste fous. Et Eva, qui est axée plus food, si on regarde le contenu qu'elle a fait sur la table d'hôte et autres,
elle met en lumière un travail que nous, on essaye de faire parfois et qu'on fait parce que de temps en temps, il faut prendre des raccourcis pour faire du contenu et autres. Mais c'est vrai que cette qualité de contenu, on voit que ça nous a porté depuis le début. Ça a un coût. C'est compliqué à mesurer, mais juste le retour des gens qui disent c'est beau, et par rapport maintenant à l'équipe, à Jeannette entre autres, le détail et cette cohérence qui a apporté, les gens le ressentent. Et puis on discutait hier soir justement à la table de cette phrase de Will Guidara, je sais jamais comment dire son nom, ancien directeur de Eleven Madison Park à New York, qui disait la perfection, elle se voit pas forcément, mais elle se ressent. T'as mis une intention là-dedans. Et je me dis à chaque fois, ces petits détails qui font que ça porte l'expérience plus loin. Et ça a été, que ça soit par l'identité visuelle, par les photos, c'est une globalité. Après, de toute façon, c'est une question d'intention. C'est un mot qui revient beaucoup chez toi, mais c'est ça, c'est l'intention que tu mets dans chaque détail et montrer au monde la qualité de ton travail par la qualité de la communication. Mais c'est vrai, tu mets de l'attention au quotidien dans le travail de tes terres, de tes légumes, et c'est la meilleure façon de leur rendre hommage, je pense. Mais effectivement, les photos sont très belles. Bravo à toutes les deux. Est-ce que tu as senti qu'il y avait eu aussi un changement au niveau de la perception des clients, peut-être des clients que tu avais déjà avant, qui ont vu ce changement d'identité visuelle? Comment eux, ils ont réagi avec ça? Est-ce que tu as le souvenir Oui, là, ils ont adoré tout de suite, parce qu'on a, du moment qu'on avait reçu toute l'identité avec tous les documents et autres, il y a eu un petit moment de transition, il a fallu imprimer pas mal. Ça a changé avant, quand on faisait les paniers hebdomadaires, ce qu'on fait plus, mais ils avaient une recette chaque semaine, donc rien que ça, tu l'avais mis en forme de manière très belle, donc il y avait déjà le nouveau logo dessus. Tout a pris une dimension plus profonde et les gens, on a eu des retours tout de suite instantanés avec des messages, des interactions, et ça nous a permis vraiment de communiquer complètement différemment. Je pense que on était prêts intérieurement pour ça, et puis c'était le côté il faut extérioriser ça, le mettre en lumière, et que ce soit par les photographes ou avec toi ou avec chaque personne qui collabore. D'un côté, ça donne une vision extérieure hyper agréable, et ça te permet d'avancer en fait, parce que c'est vrai qu'on est clairement dans une bulle ici, mais ça nous permet de mieux communiquer. On voit que les gens ont apprécié, et encore tu vois, comme je te dis, on a chaque semaine on a un commentaire qui me dit c'est hyper beau. Alors je croise des gens, je sais même pas qui c'est, puis ils me disent tu te rappelles, putain oui, dans des cadres particuliers, pas dans la rue, maintenant. J'espère pas que ça m'arrivera. Influenceur légumes. Ça va être ça bientôt. Achetez mes carottes à cet endroit. Mais les gens viennent nous voir, des collègues que j'ai pas rencontrés en vrai, mais ils ont vu ma tête sur les réseaux. Ils viennent nous dire je voulais juste te féliciter pour la communication, et en fait comme tu sais, c'est facile pour nous. Alors de nouveau, parce que je suis bien entouré, et puis le travail qui est fait est juste fabuleux, mais en fait on doit presque se freiner à créer des choses, parce que on a tellement de contenu de qualité qu'on nous a donné que nous on n'a plus qu'à jouer avec, et ça c'est juste fou. Ça fait partie de ta boîte à outils. Encore une. Et est-ce que tu as l'impression que ça a aussi amené des nouveaux clients? Oui, je pense. Ça a permis, vu qu'on a fait évoluer nos services en même temps, mais c'était de nouveau, on a changé le logo pour être plus cohérent avec nos nouveaux produits, nouvelles expériences, et on a beaucoup de clients, on s'est fait connaître par les réseaux sociaux principalement. Beaucoup de clients tombent sur notre site aussi par d'autres associations, ce genre de choses dont on fait partie. Et le site qu'on a maintenant, l'identité visuelle, tout ce qu'on met en avant, fait que les gens ont envie de venir en fait. Est-ce que tu veux nous dire ce que raconte ton logo? Oui, dedans il y a le J et le C de Jardin de Chirajon qui est caché, qui fait un peu cette forme de goutte d'une certaine façon. Et au milieu, c'est un plan de ce qu'on veut. Ça peut être des tomates, un arbre. C'est une plante qui définit le végétal finalement, avec des fruits, la diversité. Il me semble que tu avais même dit que dans le C, il y a aussi un peu la forme de l'assiette. C'était vraiment de la graine à l'assiette. Exactement, qui est dissimulée là-dedans. Puis je me rappelle au début, la première proposition était très nette, très graphique, trop propre en fait. Et puis après, au fur et à mesure des évolutions, t'as vachement arrondi. Et puis je me rappelle avoir été assez pénible sur la typographie. J'ai pas le souvenir. Mais il y avait toute une histoire de trouver justement cette cohérence et ce mouvement finalement qu'on le retrouve, où t'avais mis cuisinier maraîcher, ils sont sur une des versions du logo, c'est arrondi, donc il y a une circularité, il y a les jardins, il y a le végétal, l'assiette, tout qui se retrouve là-dedans avec des typos qui sont beaucoup trop cool à utiliser. Si je dis pas de bêtises, en permaculture, on commence par dessiner sa ferme. Tu écris aussi, ne serait-ce que les posts Insta, les newsletters, et tu écris bien, parfois presque de la poésie, et puis ta cuisine, pour moi t'es un artiste. Est-ce que tu te sens un peu artiste? Moi, j'ai toujours des compositeurs. J'aime pas me considérer comme créateur. Je trouve que la nature a cette possibilité de créer. Mais pour ma part, on reçoit des éléments et on compose. Après, est-ce que c'est une définition d'artiste? Peut-être. Je pense de toute façon, l'art, c'est un moyen de communication. Donc oui, mais après, je pense qu'on a tous ça en nous. C'est juste selon comment on l'exprime. Mais
Quand tu vois quelqu'un, tu vas avoir une ou un céramiste qui travaille, ça peut être juste fou. T'as des cultures, moi, la culture asiatique me parle beaucoup, le Japon. Quand tu vois le travail qui est réalisé, la finesse, le côté ritualisation de certains actes, je trouve que c'est de l'art. Enfin, finalement, tout peut être transformé en art. Juste le fait de mettre la table, si tu mets... On revient toujours à cette idée d'intention. Donc après, si l'art est un moyen de communiquer, je pense que... Non, mais compositeur... Les compositeurs, on prend les éléments qui sont ça, là. ouais. Et après, ça marche. Tu sais, moi, je compare beaucoup ma pratique de mon métier à celle d'un cuisinier, en disant justement que, pareil, j'ai à ma disposition des aliments, des ingrédients que je transforme. Mais par contre, je me sens pas artiste. Et écoute, compositeur, ça me parle bien aussi. Voilà, tu sens compositrice. Ouais, de faire avec les éléments qu'on a et de transformer ça... écoute, ça me plaît bien. On arrive doucement à la fin de cette interview. Je vais finir avec mes quelques questions rituelles. C'est quoi ton meilleur souvenir gustatif, culinaire, la meilleure chose que t'aies mangée Ouais, c'est l'histoire des souvenirs et avec qui tu le partages, où, comment. Pour moi, le meilleur souvenir, ça pourrait être boire un verre avec un ami au bord du lac l'été passé. Ça peut être... j'ai fait des expériences où j'étais parti à Copenhague une semaine tout seul dans des restaurants où je mangeais tout seul. Ça a été une expérience dingue parce que manger seul dans un restaurant, surtout avec l'approche qu'ils ont à Copenhague où t'as beaucoup d'échanges avec le service comme on essaie d'appliquer ici à notre façon, en fait c'est une expérience complètement différente. Ou mon parrain qui m'avait amené dans un restaurant improbable qui s'appelait le Faviken en Suède, où tu vas à Stockholm, après t'as je crois 6 ou 8 heures de route et puis il y a que 15 couverts par service, un service par jour. Et puis c'était dans cette même idée où ils vont aller cueillir un légume pendant le service pour le cuire 10 secondes à la vapeur pour te le servir en train de se faner devant toi avec juste une cuillère de sauce. Tu vois, tous les souvenirs sont bons. C'est juste, à chaque fois, ils sont teintés il y a un moment et une personne. Une musique, une personne, un goût. Et peut-être un melon l'été avec l'équipe. Le premier melon, il est toujours hyper cool. La première tomate est toujours un peu décevante parce que tu te réjouis d'avoir une tomate incroyable, puis c'est la première. Pas fou, mais c'est aussi un moment cool de se dire, c'est la première tomate qu'il a, donc ça s'annonce des récoltes à non plus finir. Est-ce que t'as une marque coup de cœur, une marque alimentaire, bien sûr, à nous partager? Oui, un ami dans la région qui fait des limonades bio. Alors pas 100% suisse parce qu'il il fait des limonades citron et autres, mais il a fait un travail qui est juste fou. Et puis un de ses produits que j'adore s'appelle les pétillantes, ces limonades, ou Urban Kombucha, qui fait aussi du kombucha, mais il a su le démocratiser. Et il a fait un produit qui est un thé froid en fait. Je suis tellement jaloux du nom et de l'identité visuelle. Il a fait des infusades. Et je trouve ça juste génial ce nom, et il a toujours une longueur d'avance en fait. Est-ce que tu te souviens de ton dernier achat impulsif? T'as pas besoin, mais t'achètes parce que le packaging est beau. Une pâte de miso, parce que c'était un miso et j'ai vu, mais du coup il y avait l'étiquette était fun, il y avait quelque chose qui était séduisant. Et est-ce que la promesse était tenue derrière? Oui, elle était tenue. Après, c'est des débats plus légaux maintenant, mais le fabriqué en Suisse n'est pas forcément produit suisse. Je sais pas si en France vous avez ça, mais c'est vrai que pour ma part, si on dit produit suisse, pour ma part, ça va 100% suisse, mais ça, après, c'est des débats de raison. Est-ce que tu as des actualités que tu veux partager? Oui, cet été, là, pour profiter du cadre, justement, de Chivrajon, on va, pendant l'été, passer pendant 2 mois à peu près, en mode estival, ça chaque année, mais là, particulièrement, la table d'hôte va se passer plus en mode tapas. Donc là, ça sera à la carte, pour une fois. Donc les gens ont le menu, et qui changera régulièrement, ça c'est sûr. Et puis l'idée, c'est que les gens pourront venir boire un verre, soit de bons vins de la région, ou alors on est aussi en train de finaliser un programme de boissons sans alcool, fait maison aussi. Donc ils pourront venir prendre une boisson, un verre, et déguster les compositions du moment, justement, en profitant du cadre, de la vue, ou même prendre un panier pour aller dans les champs qui sont 10 mètres juste en dessous, même pas, et profiter de ces moments et d'en créer, j'espère, des jolis moments, des jolis souvenirs. Écoute Raphaël, je te dis merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu as partagé, c'était passionnant. Et voilà, j'invite tout le monde à venir passer un moment hors du temps au jardin de Chivrajon. Ils sont les bienvenus, tout moment. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.